Devez. Monsieur le Président, mes chers collègues, Pascal Requena est intervenu tout à l'heure sur la stratégie globale et la situation financière de notre collectivité. Je n'y reviendrai pas, même si je trouve également qu'un pilotage budgétaire axé uniquement sur le respect impératif de certains ratios peut paraître peu opportun dans la situation actuelle qui réclame sans doute un peu plus d'anticipation et d'initiative. Pour autant, je n'oublie pas, Monsieur le Président, l'importance d'une bonne gestion financière, notamment au regard de la notation de notre collectivité. Martine Pinville l'a souligné à raison, et le double A décerné par l'agence Fitch il y a quelques jours vous permet logiquement de vous enorgueillir dans la presse régionale d'avoir obtenu la meilleure note décernée par cette agence. C'est certes un élément bonifiant à l'heure de solliciter, de recourir à l'emprunt, mais il ne faut uniquement que cela réduise la volonté d'action et d'intervention de la région en cette période de crise. Crise qui glisse du sanitaire à l'économique avec une inflation qui progresse fortement et qui va nécessiter d'adapter la politique de nos collectivités. Nous aurons, je présume, l'occasion d'en débattre lors de prochaines séances et notamment lors du débat d'orientation budgétaire. Mais revenons au sujet, le compte administratif. Je ne vous cache pas, Monsieur le Président, que pour développer un petit peu plus le propos de Pascal, que je suis toujours très surpris du calendrier budgétaire. Je l'ai, je crois, déjà souligné. Nous nous trouvons aujourd'hui pour constater les résultats de la gestion 2021, certes d'un point de vue financier, mais aussi pour apprécier la traduction en matière de politique régionale. Sandrine Derville nous a rappelé les sections de fonctionnement et d'investissement qui vont dégager un résultat excédentaire d'un peu plus de 202 millions d'euros. Ces résultats sont pour le moins conséquents, certes, et même nous qui les validons aujourd'hui devrons attendre 4 mois en octobre 2022 pour les utiliser au travers du budget supplémentaire 2022, soit 3 mois avant la fin de l'exercice budgétaire. Mécaniquement, une incapacité de la région à pouvoir utiliser en tout cas la totalité de cette manne financière en 2022 sur une si courte période, laquelle va donc dormir jusqu'en 2023. Si on la met en perspective avec le besoin de renforcement de certaines politiques régionales, à commencer par l'aménagement du territoire et les politiques contractuelles avec d'autres collectivités, c'est fort regrettable. Sans vouloir vous demander de mettre en place le calendrier budgétaire que je qualifierais d'idéal, à savoir dans cet ordre, vote des comptes de gestion et comptes administratifs de l'année N-1, affectation du résultat N-1, puis vote du budget primitif de l'année N, afin d'intégrer immédiatement les résultats ainsi affectés, sans vouloir vous demander de mettre en place un tel calendrier budgétaire qui présente certainement des surcharges de travail pour les services de la région, tels qu'ils sont organisés actuellement, et peut-être également de l'agent comptable, mais qui permettra en tout cas de faire l'économie de devoir préparer un budget supplémentaire, lui-même générateur d'une charge de travail importante, en tout cas quand il est significatif et dont on pourrait ainsi se passer. Sans vouloir vous demander de mettre en place un tel calendrier, je trouverai alors opportun, et je pense que je ne suis pas le seul dans cette Assemblée, que le vote du budget supplémentaire intervienne plus tôt dans l'année. En outre, et probablement par des formations professionnelles, je suis plutôt fervent défenseur de la modernisation des techniques budgétaires et comptables. Et c'est à ce titre que je réitère une proposition, celle que j'avais avancée en février dernier, à savoir la mise en place d'un budget vert. Mon idée, bien qu'alors reconduite, semble pourtant avoir fait son chemin. J'ai appris en effet que lors de la dernière commission environnement a été évoquée l'idée de mettre en exergue dans les budgets les éléments Néoterra. Je ne peux que me féliciter de cette évolution que j'appelais de mes voeux. Mais je trouverais pertinent d'aller jusqu'au bout de la démarche et de mettre en place un budget vert, comme vient de le faire la Bretagne cette année, après la région Occitanie, qui, sous l'impulsion de la, j'ai retenu, courageuse et talentueuse Carole Delga, fut l'Occitanie, donc la première région de France à l'adopter dès 2021. Cette démarche semble donc présenter un réel intérêt, puisque, outre les régions, de grosses collectivités l'adoptent également. Pour poursuivre avec des éléments du rapport de présentation, il est indiqué, page 5, page 5, que la variation du fonds de roulement a été positive de 42,8 millions d'euros en 2021. Elle avait été également à hauteur de 11,8 millions en 2020. Je me suis interrogé sur la signification de cette information. A priori, cela veut dire que la région a mobilisé plus de recettes d'investissement
sous toutes les formes, et que les dépenses d'investissement effectuées sont peut-être moindres. On a en quelque sorte surmobilisé des ressources, c'est une question que je pose, alors que cela n'était pas forcément nécessaire. Je rejoins le propos de Guillaume Guérin antérieurement. Cette surmobilisation est-elle imputable à un niveau d'emprunt souscrit trop important? Pour valider cette conclusion, encore faudrait-il connaître le niveau précis du fonds de roulement et non pas, c'est vrai, simplement la variation de ce dernier. Cette information serait très intéressante car elle nous permettrait d'avoir une vision globale sur le financement des investissements de la région et non pas du seul impact de l'année dernière. L'analyse du bilan par grande masse, présentée en page 32, pourrait permettre de déterminer le fonds de roulement, mais vous savez que pour ce faire, il convient de procéder à nombre de retraitements. Or, l'examen des comptes de régularisation en pied de bilan font apparaître des montants très conséquents et notamment au passif une somme de 92 millions qui plus est en négatif. J'avoue, comme je l'ai souligné jeudi en commission, que je ne comprends pas la nature et le montant négatif de cette somme importante placée au passif. Doit-on conclure qu'il s'agit d'un passif soustractif bonifiant? Votre réponse nous permettra de mieux comprendre le caractère pérenne de la trésorerie de la région qui en découle à hauteur d'un montant important de 217 millions d'euros fin 2021. Autre point qui peut paraître technique au premier abord, mais qui structure à 80%, voire 90% le budget de la région, c'est la gestion pluriannuelle. Je ne vais pas revenir sur les aspects techniques et budgétaires des autorisations de programme ou des autorisations d'engagement. Non, mon propos portera plutôt sur les masses que cela représente. Dans le rapport de présentation, pages 29 à 31, vous évoquez la pluriannualité. En 3 pages à peine, on traite, si j'étais critique, je dirais plutôt on évacue quelques 6 milliards d'euros de dépenses programmées. 5 milliards 919 millions pour être très précis. Bien que m'étant penché avec soin sur le détail des autorisations, il n'est pas facile de comprendre pourquoi d'anciennes, voire très anciennes autorisations figurent toujours dans ce que j'appellerais le stock. Sont-elles encore justifiées? Les explications fournies dans le rapport ne paraissent pas correspondre au seul AP 2015 constitué avant la fusion, ni même les PPI lycées 2018 à 2021. On retrouve des AP beaucoup plus anciennes, y compris sur les lycées, mais aussi sur les développements économiques. Ces vieilles AP traduisent la non-réalisation de dépenses. Cela peut-il interroger aussi la capacité des services à mettre en œuvre les enveloppes votées? Auquel cas, ces enveloppes sont-elles trop volontaristes? Afficher n'est pas agir, disiez-vous, Monsieur le Président. Je m'accorde sur ce propos. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est l'ampleur des annulations d'autorisation. Ce n'est pas 50 millions, ce n'est pas 100 millions, ce n'est pas 200 millions, mais ce sont bien 544 millions d'AP et d'AE qui sont annulés en 2021, rayés d'un trait de plume, sans qu'on ait la moindre explication sur la raison de ces annulations. Elles peuvent se justifier par de la caducité, comme le règlement budgétaire et financier le prévoit, je le conçois, mais d'autres raisons pourraient probablement être avancées. Surcalibrage des AP et des AE au moment du vote, voire des AP et des AE qui ne correspondent pas aux besoins des acteurs locaux, ou bien encore des AP ou des AE non consommés par manque d'information des acteurs locaux qui pourraient en bénéficier. Or, nous n'avons aucune analyse, même pas des grandes masses, nous présentant les motifs d'annulation de ces APAE. Notre Assemblée aurait besoin de disposer de cette information afin de mieux appréhender la qualité de la gestion pluriannuelle. Pour en finir, j'aimerais, Monsieur le Président, revenir sur les taux de réalisation de certaines politiques. Taux de réalisation certes rares, mais étonnamment faibles et pour lesquels je suppose que vous pourrez m'apporter un éclairage. J'ai été frappé ainsi de constater, je crois que ça a été déjà relevé, qu'au sein du pilier 4, transition énergétique et écologique, le taux de réalisation en fonctionnement de l'action 4.4, transition écologique et adaptation au changement climatique, n'est que de 66,13%. Certes, ce n'est pas l'action la plus importante de ce pilier, et je vous sais que le taux de réalisation global du pilier, je l'ai bien retenu, en fonctionnement est de l'ordre de 98%. Ce pilier est un pilier présenté comme prioritaire. Cela a poussé ma curiosité à voir comment notre région se situait par rapport à d'autres, à l'Occitanie voisine en particulier. Et là, sur la base des chiffres 2020 de l'Observatoire des politiques régionales de Région de France, j'ai pu constater que même si notre région se targue d'être volontariste dans la compétence environnementale, elle se situe toujours derrière l'Occitanie. Cette dernière a en effet dépensé en 2020 globalement
en fonctionnement et en investissement, 12 € par habitant, alors que pour la même année, nous n'étions qu'à 9 € par habitant, soit un quart de moins. Autre politique qui me pousse à vous demander des éclairages, il s'agit de la formation professionnelle continue. En investissement, le taux de réalisation n'est que 63,80% contre 80% en fonctionnement. J'ai constaté que les taux de réalisation étaient également faibles en 2019. Comment expliquez-vous cette situation? Est-ce une raison structurelle que je ne maîtrise pas liée à ce secteur? Est-ce un surdimensionnement des budgets? Je n'en sais trop rien. Dans la même veine, je m'interroge sur les taux de réalisation faibles et en baisse dans la section de fonctionnement sur l'apprentissage, 73,57% contre 80,70% en 2020. Et sur les politiques contractuelles auxquelles mon groupe est pourtant très attaché, 72,51% contre 80,87%. Je vous remercie pour les précisions que vous pourrez apporter concernant ces derniers éléments, car ils peuvent traduire un rythme insuffisant dans leur mise en œuvre, mais aussi une faiblesse relative de la priorisation de ces politiques dans les priorités régionales. C'est à l'aune de vos réponses que l'on pourra porter un jugement, celui-là plus précis, de la politique régionale. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne vais pas être plus long, je vous remercie de votre attention. Merci.